commencer par saluer notre invité du jour, le docteur Jean-David Zetoun, qui est médecin gastro-entérologue et épidémiologiste et auteur de 2 essais remarqués sur l'évolution de la santé humaine. Un plaisir, cher docteur, qui tient davantage à la qualité de votre diagnostic qu'à l'optimiste de votre diagnostic, puisque votre dernier ouvrage s'intitule tout simplement « Le suicide de l'espèce », ou comment l'humanité, après avoir connu au cours des 2 derniers siècles une formidable amélioration de son état de santé général, cette grande extension permise par le progrès médical à laquelle vous aviez consacré votre ouvrage précédent, est maintenant en train de ruiner ses efforts et de se détruire à petit feu à force de manger des aliments ultra transformés, de respirer un air pollué, d'habiter un environnement contaminé, de consommer de l'alcool, du tabac et des réseaux sociaux. La liste est longue et chaque problème est différent avec ses propres causes et ses propres solutions. C'est vrai, mais en rester là est aussi un piège, car tout cela forme un ensemble, un système et même un marché au sens de la théorie économique où se rencontrent l'offre et la demande de risques sanitaires, les risques que produisent les activités économiques et ceux qu'achètent ou acceptent les populations avec à la clé une épidémie de maladies chroniques et une menace pour l'humanité dans son ensemble. Mais alors, devant cet état de fait, que faire ? Si votre approche pluridisciplinaire permet de prendre de la hauteur et de distinguer les grands mécanismes à l'œuvre, que nous dit-elle des solutions en termes de politique publique, sinon qu'elles doivent être aussi globales et sans doute bien plus fortes qu'elles ne le sont aujourd'hui. C'est là, je crois, chers collègues, qu'on peut ressentir un certain vertige, puisqu'à vous lire, on comprend que ce n'est pas seulement l'économie qui nuit à la santé, c'est aussi, et quelque part, la démocratie, du moins telle qu'elle est organisée aujourd'hui. D'où ma question, et c'est la première que je vous pose. Je laisserai ensuite, bien sûr, l'échange en vous donnant la parole et puis en laissant l'ensemble des collègues vous interpeller, vous interroger à nouveau. Faudra-t-il un jour choisir entre économie, démocratie et santé ? Voilà, je vous laisse sans plus attendre la parole en vous remerciant encore de votre venue ce matin ici même au Sénat devant la délégation à prospective. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation et merci beaucoup pour la présentation. Alors, est-ce qu'il faudra choisir entre démocratie, économie et santé? C'était ça votre question. Alors, la santé est meilleure dans les États démocratiques par rapport aux États autocratiques. Ça, c'est quelque chose qui a été étudié, qui a été montré. Il y a des raisons dans la théorie démocratique qui suggèrent que la santé devrait être meilleure, comme le fait que les leaders politiques peuvent être interpellés par les populations ou qu'ils ont intérêt à ce que la santé soit bonne, c'est-à-dire à répondre à l'intérêt général par rapport aux intérêts particuliers. Et il s'avère que ça a été montré dans une étude qui a été publiée il y a quelques années dans le Lancet. Dans les démocraties, la santé est meilleure, y compris pas seulement avec une dichotomie démocratie-autocratie, mais avec un score beaucoup plus détaillé de stock démocratique, ce qu'ils appelaient dans l'article, qui montrait qu'à chaque fois qu'on gagnait un peu de démocratie, on gagnait un petit peu de santé. Donc la démocratie est bonne pour la santé, ça c'est une bonne nouvelle et ça a été plutôt bien montré. Ensuite, pour ce qui est de l'économie, c'est compliqué. Si on regarde depuis... Alors la santé est toujours bonne pour l'économie. Ça, dans ce sens-là, ça marche bien. Une population en bonne santé, c'est une population qui est performante économiquement. Vous vous dites qu'elle est productive. Et donc ça, c'est un truc qui marche bien. Est-ce que l'économie est bonne pour la santé? La réponse est ça dépend. Donc ça dépend de la période et ça dépend du timing. À court terme, il est souvent arrivé dans l'histoire que l'économie soit la croissance économique, qui souvent a signifié la croissance industrielle, a été mauvaise à court terme pour la santé. Donc, par exemple, pendant la révolution industrielle, on sait que la santé s'est dégradée à court terme. Alors, court terme à l'échelle de l'histoire, c'est quand même quelques décennies. Mais on sait que beaucoup de pays qui ont fait la révolution industrielle, notamment le premier qui était l'Angleterre, a observé une dégradation de la santé dans les décennies qui ont suivi le début de la première révolution industrielle, avec une augmentation de la mortalité, une augmentation de la mortalité infantile. C'est lié au fait que ça a été couplé à l'urbanisation, avec une concentration de population dans des conditions pauvres et sales. Et donc, dans le sens économie vers santé, à court terme, ça a déjà été négatif.
à long terme, historiquement, la croissance économique a été bonne pour la santé puisqu'elle a permis d'améliorer les standards de vie et donc la propreté, la non-pauvreté et ainsi de suite. Et donc à long terme, la relation a souvent été bonne. Aujourd'hui, c'est très difficile de répondre et je pense que personne n'a la réponse, mais ce qu'explique le livre, c'est que beaucoup des risques produits par la société mondiale sont des risques qui appartiennent à la croissance économique. Et donc, il est possible qu'aujourd'hui, on ait une croissance économique qui, dans l'ensemble, soit devenue trop mauvaise pour la santé. Elle a toujours été à la fois bonne et mauvaise. Et la réponse était dans l'équilibre entre le bon et le mauvais. Mais aujourd'hui, il est possible qu'elle soit devenue trop mauvaise. Alors, peut-être pas plus mauvaise que bonne, mais trop mauvaise quand même. Et donc, je vais donner les principaux impacts qui sont exposés dans le chapitre d'exposition du livre. Donc la pollution, qui est liée à la croissance économique, ce n'est pas inévitable, mais aujourd'hui c'est lié à la croissance économique. C'est 9 millions de morts par an, dont 50 000 en France, en sachant que dans le monde, il y a à peu près 58 millions de morts par an. Le tabac, qui est un secteur économique, c'est entre 7 et 8 millions de morts par an. L'obésité, qui est liée à une partie de l'industrie alimentaire, c'est 5 millions de morts par an. L'alcool, c'est entre 2 et 3 millions, donc ça fait quand même des tailles d'impact qui sont très significatives. Et donc, on a beaucoup de décès par an qui sont liés à des secteurs d'activité industrielle. Très bien. Peut-être juste une question, et puis je laisserai bien sûr ensuite les collègues s'exprimer et vous interpeller également, si vous souhaitez un peu plus développer avant cela le sujet. Nous avons encore eu cette semaine des débats sur le rôle des influenceurs dans la publicité. Et finalement, en entendant votre propos, on peut se poser la question implacable de quel est le bon équilibre, convaincu qu'on ne peut pas être dans l'interdiction totale, à moins qu'on se réfère à la question que je vous posais, et donc on interdise tout simplement certains produits, le tabac, une forme d'alcool ou d'abus. Et on voit bien en revanche qu'il y a un développement très fort de la place, de ce qu'on appelle les placements de produits, de plus en plus, avec l'accélération et la place des réseaux sociaux, notamment dans les populations les plus jeunes, avec évidemment des choses qui sont impactantes. On voit bien aussi la difficulté pour le législateur de trouver la juste mesure. Chaque année, chaque projet de loi de finances de la sécurité sociale nous invite parfois à essayer de limiter, notamment souvent sur la question des sodas, par exemple, pour prendre un exemple. Et on voit bien toute la difficulté de trouver le juste équilibre. Les alcools forts, notamment dans les Outre-mer, je me souviens à chaque fois avec la question des taxes, enfin, tous ces sujets qui reviennent et pour lesquels on a parfois un peu de mal à mettre un curseur entre, bien sûr, et je m'empresse d'ajouter la question nécessaire de la prévention, dont on mesure la nécessité aujourd'hui, a fortiori avec le développement et l'impact notamment des réseaux sociaux, d'une certaine forme de publicité, et puis de positionnement un peu plus agressif de certaines industries. Donc voilà, quel est, selon vous, pour rester quand même, avoir des raisons d'espérer qu'on puisse demain peut-être arriver à un meilleur équilibre, et notamment en matière de politique publique, les mesures qu'il faudrait prendre, à commencer par les législateurs que nous sommes? Alors, c'est ce dont parle beaucoup le livre. Il y a des risques qui ont été réprimés dans l'histoire. Donc le tabac est un risque qui est en voie de répression puisque le tabagisme baisse dans le monde. Donc la quantité totale de cigarettes fumées augmente dans le monde par un effet démographique, mais le taux de tabagisme, donc le pourcentage d'une population qui fume, ça c'est quelque chose qui est en baisse à l'échelle mondiale et en particulier dans pas mal de pays, surtout dans les démocraties. La pollution de l'air est en baisse dans les pays riches. Le plomb a baissé considérablement dans le monde en général et surtout dans les démocraties depuis les années 70. C'est les États-Unis qui ont lancé ça avec la loi sur l'air propre. Et donc, il y avait 2 sources de plomb dans le monde qui étaient la peinture et les carburants. Il y a eu une loi qui a dit c'est interdit. Et le plomb a baissé, la plombémie des enfants américains a baissé, le quotient intellectuel des enfants américains a augmenté, la violence a baissé, puisque le plomb rend violent. L'alcool est en baisse dans certains pays. Qui sont des pays riches et des démocraties et qui ont pris des mesures dont je vais parler juste après.
à chaque fois que ces risques ont été réprimés, donc ces 4 gros risques, hein, le tabac, l'alcool dans certains pays, le plomb et la pollution de l'air dans les pays riches, à chaque fois que ces risques ont été réprimés, ça a été par une intervention légale et une intervention économique. Et donc, une intervention légale, c'est soit par la loi directement, soit par la réglementation, mais ça, c'est votre travail. Et à chaque fois, avant qu'on le fasse, il y a plein de gens qui ont dit ce que vous venez de dire juste avant, c'est-à-dire c'est difficile, l'équilibre n'est pas évident à trouver, on ne sait pas trop ce qu'on doit faire, il faut laisser des libertés. Et puis les industries, comme vous dites, sont agressives, c'est vous qui avez utilisé ce terme. Et puis après, quand c'était fait, au bout de quelques années, tout le monde trouvait ça super. Donc tous ces risques ont été réprimés par un mélange de législation et d'économique. Alors l'économique, ça veut dire qu'il faut mettre un effet de marché pour que les produits mauvais soient chers et que les produits bons soient pas chers. Ça n'a pas été fait pour les risques qui sont hors de contrôle aujourd'hui. Donc le risque alimentaire, qui est un des pires risques à la fois par la taille de son impact et par sa croissance hors de contrôle, c'est un risque qui n'est pas régulé et pas taxé. Et donc, c'est un risque qu'on ne maîtrise pas puisque l'obésité et les maladies métaboliques sont en baisse dans 0 pays dans le monde. Et c'est en croissance en France. Donc oui, c'est la loi qui peut faire les choses. Ce n'est pas les individus tout seuls dans un système qui est fait pour les exposer à des risques. Sinon, poursuivre peut-être sur un sujet dont on sent que la place devient de plus en plus prégnante dans l'alimentation, c'est la question du sucre, qui revient avec insistance dans les débats. Donc, beaucoup d'ouvrages ont fait référence au sucre, à l'augmentation du sucre dans l'ensemble finalement des produits, de beaucoup de produits consommés, et donc un rapport finalement qui parfois produit des effets assez négatifs, comme beaucoup l'ont souligné. Et la deuxième question, qui est un peu sous-jacente à la première, c'est la corrélation et l'effet entre le prix, l'augmentation du prix et la consommation. Est-ce que selon vous, au-delà de la réglementation, c'est la question du prix qui peut être un des aspects limitatifs de la consommation de certains des produits que vous avez évoqués et qui, consommés de façon abusive, sont nécessairement nocifs pour la santé? Alors, le sucre, effectivement, est un des composants négatifs du système alimentaire mondial. Ce n'est pas le seul. Il y a aussi le gras, probablement un peu moins finalement, mais c'est mauvais quand même. Le fait, de façon générale, de trop transformer les aliments et le fait que les aliments soient souvent recouverts de produits chimiques qui correspondent fréquemment à des pesticides. Donc il y a beaucoup d'ennemis dans le système alimentaire et le sucre, c'est un ennemi majeur, effectivement. Quand la population mondiale a doublé, la consommation de sucre dans le monde a triplé. Donc est-ce qu'on mange plus de sucre qu'avant? En moyenne, la réponse est oui. Le sucre, il est rajouté par les industriels pour augmenter le caractère attractif des produits et même pour maintenant augmenter le caractère addictif des produits, puisque le sucre est addictif. C'est quelque chose qui a été montré à chaque fois que ça a été recherché, que ce soit chez l'homme, chez l'animal, ou même à l'échelle épidémiologique ou macroéconomique. Et le sucre est très toxique, effectivement. Le sucre, et en particulier certains sucres qui sont artificiellement rajoutés dans l'alimentation, comme le fructose, sont des produits qui sont très mauvais pour la santé, soit parce que ça rend obèse, soit parce que ça provoque des maladies métaboliques sans forcément passer par le stade de l'obésité. Alors, il y a du fructose dans les fruits, mais il est beaucoup moins concentré et il est associé aux fibres, ce qui fait que le fructose des fruits dans l'ensemble n'est pas mauvais pour la santé, alors que le fructose qui est artificiellement rajouté lors du processus industriel est très mauvais pour la santé. Ça, c'était pour votre première question. Et donc la deuxième question sur l'aspect économique. Alors, comme c'est des produits qui... Aujourd'hui, les produits industriels, surtout les produits industriels ultra transformés, sont des produits qui en moyenne sont moins chers que les produits frais. Donc c'est pour ça que l'effet de marché est complètement défavorable, parce que c'est plusieurs fois plus cher souvent de manger frais par rapport à une alimentation industrielle qui serait trop transformée. Donc forcément, ça crée une désincitation à aller manger frais, sauf quand vous avez beaucoup de moyens. Et d'ailleurs, c'est un des déterminants de ce qu'on appelle le gradient social de santé. Pourquoi les gens qui ont moins de capital social et économique sont en moins bonne santé? C'est aussi parce qu'ils ne peuvent pas manger aussi bien que les gens qui ont beaucoup de capital social et économique. Il y a une addiction au sucre qui fait que si on augmente un peu le prix de certains produits sucrés, les gens les consomment quand même. On n'a pas vraiment d'expérimentation où les produits sucrés auraient été très taxés, comme
on a pu essayer de le faire pour le tabac, et donc on ne sait pas ce que ça donnerait. Mais on ne voit pas, enfin on pense que c'est une partie quand même importante de la solution, de mettre une taxe très importante pour rendre un peu inabordable, ou en tout cas dissuader les gens ou certaines personnes d'acheter des produits qui sont trop mauvais pour la santé. Je pense en revanche qu'à titre personnel que si ça n'est pas associé à une détaxe, voire à des prix négatifs, pour qu'à la fin l'équation économique soit neutre pour les gens, ce sera quelque chose qui ne sera pas accepté. Si on veut mettre un effet de marché dans l'alimentation, moi je pense que c'est une partie majeure de la solution, il faut qu'à la fin les gens s'en sortent de façon identique par rapport à avant l'intervention économique. Et donc il faut que ce soit que les gens dépensent la même somme d'argent, en tout cas les 10 millions de Français qui sont à 50 ou 100 euros près à la fin du mois, mais avec des produits frais à la place des produits industriels. Justement, je veux bien volontiers réagir là-dessus, parce qu'on a souvent cette tendance, alors, qui est relativement vraie. Alors peut-être, permettez-moi cette inflexion, un peu plus quand on habite dans un centre urbain où il est plus difficile peut-être d'avoir accès à certains produits frais que quand on a la capacité à utiliser des circuits plus courts et donc se tourner vers une alimentation peut-être issue directement d'une agriculture raisonnée de proximité. Là, il y a peut-être aussi un sujet, et ça m'amène tout de suite à la question de l'agriculture. On a souvent stigmatisé, essayé ou pointé du doigt notre agriculture et les conséquences sur l'alimentation. On se retrouve aujourd'hui devant une situation où malheureusement, et singulièrement sur la question de l'accès aux produits frais, on a peut-être une difficulté à produire et avoir accès à un certain nombre de produits issus de cette agriculture raisonnée, de l'agriculture biologique, là encore avec ce phénomène de proximité. Donc ne faut-il pas aussi revisiter notre modèle agricole? On va avoir des travaux sur la ferme France. Il y a peut-être là un sujet important. C'est pour avoir votre vision, et parce qu'on est ici dans la délégation à la prospective, on se doit aussi un peu d'éclairer l'avenir. Et par rapport à cette question de l'agriculture, du rapport entre agriculture et alimentation, comment vous voyez l'évolution? Comment faudrait-il justement qu'on puisse nous réfléchir et prendre les dispositions? Quelles seraient selon vous les dispositions nécessaires, singulièrement sur cette question de l'agriculture? Alors, je ne suis pas un spécialiste de l'agriculture, mais je vais essayer de répondre en partie. Il y a plein de rapports qui ont été faits par des organismes non gouvernementaux sur la nécessité de transition du modèle agricole. Je pense qu'il n'y a pas de doute là-dessus. Et là où ça rejoint votre question, c'est que ce que préconisent ces rapports sur la transition du modèle agricole, c'est quelque chose qui va également dans le sens d'une transition épidémiologique. C'est-à-dire que la transition du modèle agricole, qui est préconisée non pas pour des raisons épidémiologiques, mais souvent pour des raisons environnementales, c'est une transition qui, si elle se fait, ira dans le sens de ce qu'on vient de discuter, c'est-à-dire permettre que des produits frais et le moins chimiques possible, etc., soient économiquement abordables. Et donc, c'est là où il y a une bonne nouvelle dans tout ça, c'est que la solution à tous les problèmes environnementaux, économiques et épidémiologiques passe par le même type de transition. Alors, je pense par exemple à un rapport qui s'appelle After 2050, qui est, je crois, le rapport d'une association qui s'appelle Solagro. Dans le plan de transformation de l'économie française du Shift Project, il y a un chapitre sur l'agriculture. Donc il y a des gens qui ont essayé de proposer des modèles de transition. Et ces modèles de transition, je pense, sont sérieux. Et moi, je ne suis pas un expert de ça. Mais je sais qu'ils vont dans le même sens que ce qu'il faudrait faire pour que l'alimentation soit ensuite dans un système qui soit moins défaillant. De toute façon, quand il y a une faille de marché, c'est le rôle du législateur, je crois, de compenser ça. Et donc, je pense qu'effectivement, il y a un travail là-dessus. Mais ce serait la même transition pour à la fois l'environnement et l'épidémiologie. Très bien, merci. François Arnaud. Oui, merci. Éric Orsena, qui est intervenu ici, allait tout à fait dans votre sens. Il disait que tout ce qui bouscule la chaîne du vivant a des conséquences sanitaires. Donc je voulais vous parler un petit peu des zoonoses.
sachant qu'aujourd'hui, on voit bien qu'on est dans des crises récurrentes, grippe aviaire, et sans parler d'autres épidémies. Donc, voilà, au niveau de la chaîne alimentaire, quel est votre sentiment par rapport à ça? Quelles seraient les mesures qui seraient importantes de prendre pour limiter les effets qui ont bien évidemment des impacts sur la santé? L'émergence des nouveaux pathogènes, donc c'est-à-dire des nouveaux microbes, c'est quelque chose qui est en croissance linéaire depuis les années 60. Donc chaque décennie, il y a plus de nouveaux pathogènes émergents que la décennie précédente depuis les années 60, c'est-à-dire depuis que ça a été mesuré. Avant, on ne le mesurait pas vraiment. Au XXIe siècle, il y a eu 4 pandémies en 11 ans, ce qui n'a jamais existé de toute l'histoire de l'humanité. Donc effectivement, l'émergence des nouveaux pathogènes, qui sont plus ou moins problématiques, le dernier ayant été très problématique, c'est quelque chose qui est, là encore, causé par un modèle de la société mondiale. En l'occurrence, c'est lié beaucoup à la pression qui est exercée sur les espèces animales et à la destruction de leurs habitats. Parce que les nouveaux virus, qui sont la plupart des nouveaux pathogènes émergents, c'est rarement des bactéries, sont hébergés par les animaux. Et quand une pression est exercée sur les animaux, les virus sautent sur une autre espèce pour continuer à survivre, en sachant qu'un virus, c'est même pas un être vivant, c'est une particule. Et à chaque fois, à chaque départ d'une pandémie, il y a un animal. Zika a commencé comme ça, Ebola a commencé comme ça, et le Covid-19 a commencé comme ça, même si on n'est pas sûr de l'animal. Donc là encore, c'est toujours le même modèle de système industriel et aussi beaucoup agricole qui, effectivement, est la cause de l'émergence des nouveaux pathogènes. Et donc c'est pour ça que la solution à tous nos problèmes passe par le même type de transition, ce qui veut dire un changement de modèle énorme de la société, et c'est tellement énorme que c'est pour ça qu'aujourd'hui ça n'a pas été fait et qu'on n'en prend même pas le chemin. Merci. Bernard Fialaire et puis ensuite Cécile Kukierman. Oui, merci aussi pour votre présentation. Alors, je vais te poser des questions. Je n'ai pas lu vos livres, pas encore, mais peut-être. Donc, je ne sais pas. Moi, je voulais savoir, à titre plus presque micro, si vous avez analysé, on sait aussi, par exemple, qu'il y a certains quartiers dans les métropoles où l'espérance de vie, où les taux d'obésité, de diabète sont plus importants. Ça va. Qu'est-ce qui est le plus important? Parce qu'on dit qu'il y a des publicités qu'on ne trouve que sur certains territoires, des types de consommation aussi, enfin des propositions finalement de consommation aussi, des problèmes de rythme de vie, le marché bio qui est en milieu de journée, il n'est pas fait pour les gens qui vont travailler pour aller faire les achats. Il faut avoir une forme de disponibilité qu'on n'a pas. Donc, je voulais savoir quels étaient vraiment les critères qui vous paraissent les plus importants pour ces inégalités de santé en fonction comme ça de territoire sur une métropole ou sur d'autres pays. Et la deuxième chose, c'est savoir aussi si l'Europe a à peu près les mêmes critères ou s'il y a des grosses variations entre l'Europe du Sud, l'Europe du Nord, l'Est et l'Ouest. Quelles sont vos analyses? Non, à chaque fois, il y a des disparités, que ce soit entre pays, entre régions d'un pays ou même entre sous-endroits d'un département. C'est très difficile de répondre à la première question parce qu'il y a trop de facteurs qui influencent la santé et souvent, les risques évoluent en clusters au sein d'un groupe de population donnée. C'est-à-dire que les gens qui sont très pauvres et qui habitent dans des quartiers qui sont très dégradés, ils cumulent les risques. Et donc, ils sont dans un environnement insalubre, ils ne font pas attention à leur santé parce qu'ils ont d'autres préoccupations. Ils n'ont pas les moyens de manger correctement, ils trouvent quand même un petit peu de moyens pour fumer et ainsi de suite. Donc, ils évoluent dans un feedback positif, mais dans le sens négatif du terme, c'est-à-dire que les risques provoquent les risques. Et c'est impossible de savoir si c'est plutôt la publicité, plutôt la pauvreté, plutôt la proximité avec un supermarché où il n'y a pas de produits frais. Mais tous ces facteurs jouent, mais on ne sait pas dans quelle proportion joue chacun de ces facteurs. Ensuite, entre les pays d'Europe, bien sûr, il y a des différences qui sont très importantes en termes de fréquence de maladies métaboliques et d'obésité. Donc l'Angleterre, c'est un des pays où il y en a le plus. L'Italie, c'est un des pays où il y en a le moins. La France, c'est un petit peu entre les deux. Mais même en France, il y a des différences qui sont très importantes. Dans le nord et dans l'est, il y a plus de maladies métaboliques et d'obésité que sur la côte atlantique, par exemple. Donc oui, il y a des disparités qui sont liées à tous ces facteurs dont on vient de parler, qui s'entremêlent les uns les autres et qu'il est très difficile de démêler, y compris sur le plan statistique. Cécile Kukierman. Oui, merci.
sans vouloir poser une question qui inviterait au fatalisme, mais bon, vous expliquez les différentes évolutions, la nécessité aujourd'hui, y compris de changer de modèle pour répondre aux enjeux présentés. Est-ce qu'il n'y a pas, alors en tout cas on l'entend parfois et n'étant pas du tout spécialiste du sujet, aussi une adaptabilité de l'espèce humaine finalement qui fait qu'aujourd'hui les mots décrits et qu'on chercherait à éviter, demain deviendraient d'autres mots, donc même en changeant radicalement de système de production dans tous les secteurs, en repensant les alimentations et donc y compris avec l'intervention du législateur, est-ce qu'il n'y aurait pas demain, inévitablement lié finalement à l'espèce humaine et son lien avec la nature, d'autres épidémies qui pourraient se développer et qui font finalement que dans ce que vous nous invitez à réfléchir, ce n'est pas le propre de toute société d'avoir le souci permanent de la santé de ces individus, plutôt que de laisser à penser, je ne dis pas ce que vous avez dit, qu'il y aurait un modèle de développement qui pourrait préserver a priori de toute épidémie et maladie les individus qui la composent. Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, vous avez insisté, et c'est une réalité, sur les conséquences d'une société post-révolution industrielle, qui est aujourd'hui, alors qui est certainement peut-être à bout de souffle, qui est devenue même aujourd'hui une société de consommation. Cependant, si on regarde à l'échelle de l'humanité, paradoxalement, il y a certainement plus de crises sanitaires et plus d'épidémies, de pandémies, mais on vit aussi globalement à l'échelle de l'humanité plus longtemps qu'il y a 3 ou 4 siècles en arrière. Donc comment est-ce qu'on place les curseurs et voilà, donc je vous disais sans fatalisme, sans se dire que c'est comme ça, mais jusqu'où l'intervention humaine est pertinente et efficace avec cet enjeu de préserver des populations le plus et le mieux possible en bonne santé. Non, alors pour répondre à votre première question, on peut produire moins de risques. On pourrait faire une société où on produit moins de risques. Le tabac, c'est un risque qui ne sert pas à grand-chose. Une bonne partie de l'alcool, c'est un risque qui, franchement, n'apporte rien à la société, correspond à quelques points de PIB probablement, mais et du coup, les zones de cultivation du tabac seraient remplacées par autre chose, et donc ça serait exploité à des fins qui sont un peu moins nocives. Donc non, on produit trop de risques aujourd'hui, pas par une intention supérieure, mais juste parce que la société mondiale est mal faite, et on pourrait produire moins de risques, ce qui serait à la fois meilleur pour l'environnement, pour la santé et pour le bien-être. Ensuite, pour votre deuxième question, on vit moins longtemps en France qu'il y a quelques années. Les États-Unis ont baissé leur espérance de vie à partir de 2014. Ils ont atteint un pic en 2014 et à partir de 2015, ça a commencé à baisser. L'Angleterre a aussi une stagnation ou une baisse de l'espérance de vie dans certains segments de population. La mortalité infantile augmente en France depuis 2012. Quand la mortalité infantile augmente, ça ne veut pas dire que les bébés sont intrinsèquement en mauvaise santé, ça ne veut pas dire que le système de soins s'en occupe pas, ça veut dire que les mamans sont en mauvaise santé. Les mamans, en général, c'est des femmes qui ont entre 25 et 40 ans. Donc, la santé régresse sur beaucoup d'indicateurs, y compris dans les pays riches. Donc, oui, on vit plus longtemps aujourd'hui qu'il y a 300 ans, et même qu'il y a 100 ans, mais la santé se dégrade beaucoup par rapport à il y a 20 ou 30 ans. Merci. Stéphane Sautarel. Oui, merci. Moi j'avais une question autour de l'équilibre liberté individuelle et cadre collectif contraignant ou législatif, et illustré sur la question de l'alimentation. Parce qu'effectivement, vous faites la remarque qu'aujourd'hui, il y a un sujet à la fois de qualité d'alimentation et de coût d'alimentation. Et je trouve que c'est une approche un petit peu réductrice, parce que si on regarde le budget des ménages, la part de l'alimentation doit être aujourd'hui à peu près la moitié de ce qu'elle était il y a 30 ou 35 ans. Je crois qu'aujourd'hui, le budget de ménage
accorde à peu près 12,5 ou 13% à l'alimentation, là où c'était 26 ou 27% dans les années 70. Et donc je trouve que d'avoir une approche uniquement par une contrainte ou par un encadrement sur l'alimentation, alors qu'il y a aussi des choix individuels dans les budgets qui font que on préfère aujourd'hui avoir 3 téléphones et 2 abonnements à Netflix que de manger correctement, ça pose d'autres questions. Voilà, c'était une remarque par rapport à ce que vous avez indiqué sur strictement l'alimentation. Et par ailleurs, j'entendais là dans le débat actuel sur l'aspect de l'inflation dans l'alimentation, une information qui me semblait assez contraire à celle que vous nous donnez, à savoir que les produits industriels, les plats préparés, etc., sont aujourd'hui globalement plus chers que si j'achète des aliments de base et que je me remets à cuisiner. Et donc il y a à la fois un aspect sans doute de qualité et donc santé et en même temps budget. Donc voilà, je voulais revenir sur ce point de l'alimentation qui me semble doit être abordé de manière un peu plus large, un peu plus globale, avec peut-être des décisions à prendre aussi qui peuvent rentrer dans le domaine législatif, mais qui renvoie aussi à de la responsabilité individuelle de façon un peu plus large. Alors pour la première question, vous avez commencé votre question par liberté, et aujourd'hui il y a plein de gens qui ne sont pas libres d'acheter ce qu'ils veulent à manger. Parce qu'ils n'ont pas l'argent, parce que les aliments trop transformés sont ubiquitaires. Et quand vous avez quelque chose qui est omniprésent autour de vous, vous êtes porté pour aller acheter ça. Ensuite, parce qu'il y a de l'addiction, la dépendance, on m'a appris que c'était l'inverse de la liberté, et ainsi de suite. Donc aujourd'hui, de toute façon, il n'y a pas une liberté qui est bonne pour plein de gens par rapport à ce avec quoi ils peuvent se nourrir. Ensuite, votre deuxième question, c'est par rapport au prix. Alors, en moyenne, les produits industriels trop transformés sont moins chers que les produits frais. Il y a des contre-exemples locaux, et notamment les fast-foods sont un contre-exemple, par exemple. Il paraît qu'aller dans un fast-food aujourd'hui, ça coûte facilement 10-15 € pour mal manger, alors qu'effectivement, se faire un repas frais, ça peut coûter évidemment moins que ça. Donc il y a des contre-exemples. En moyenne, c'est moins cher, et c'est pour ça que ça pousse beaucoup les gens à acheter ça. De façon générale, ce qu'essaye de montrer le livre, c'est que face au risque, l'offre sculpte la demande. Le problème, c'est pas la demande. Les gens, ils ont une demande qui est contrainte par l'offre. Et donc, aujourd'hui, l'offre de risque, elle est ubiquitaire, elle est pas chère, elle est tentante, elle est parfois addictive, et donc évidemment que ça influence massivement les comportements. Ce qui a été fait depuis 50 ans à peu près, c'est d'avoir justement une approche individualiste qui en appelle à la responsabilité des gens en leur disant les gens sont responsables, on ne touche pas à l'offre de risque, on laisse les industriels faire ce qu'ils veulent en termes de publicité, en termes de prix, en termes de place qu'ils prennent dans les rayons des supermarchés ou ailleurs, et on dit aux gens: évitez ci, évitez ça, n'en faites pas trop, ne le faites pas. On le laisse faire, c'est moins cher, c'est valorisé, y compris peut-être par les influenceurs, je ne sais pas, mais on vous dit il ne faut pas le faire. Et ça, qu'on le juge moralement ou pas, vous ne l'avez pas jugé moralement, mais qu'on le juge moralement ou pas, ça ne marche pas. Sinon, on n'en serait pas là. On n'aurait pas une croissance de l'obésité dans quasiment 100% des pays du monde. Et donc, les risques qui ont réussi à être un peu mieux maîtrisés que celui-là, c'est quand on a agi sur l'offre, puisque l'offre influence trop la demande, et quand on a dit on n'a pas le droit de fumer dans certains endroits, on n'a pas le droit de faire de la publicité pour les cigarettes, on n'a pas le droit de fumer à partir de tel âge, on n'a pas le droit de vendre des cigarettes à tel endroit. Et toutes ces choses-là qui, effectivement, ont une relation compliquée avec la liberté, c'est ce qui a marché pour le tabac, et aujourd'hui, je crois que franchement, personne ne s'en plaint. Ça n'a pas été fait pour l'alimentation. On a le droit de vendre des aliments très mauvais pour la santé en face des écoles. On a le droit de faire la publicité pour ça. On a le droit de ne pas réguler la place que ça prend dans les supermarchés. J'avais deux autres questions. Si on synthétise un petit peu l'ensemble de votre propos, on peut supposer qu'il y a aujourd'hui une dégradation générale de l'état de santé de l'espèce humaine. Faut-il en conclure qu'il y a aussi un risque sur le patrimoine génétique
à terme? Ça, c'est la première question. On a beaucoup parlé d'alimentation, de tabac, d'alcool. Beaucoup de spécialistes de la santé ont pointé du doigt, notamment au sortir de la crise sanitaire, la question de la santé mentale. Sur ce point-là, quel est votre avis? Est-ce qu'il y a une augmentation du phénomène post-Covid, mais est-ce qu'on observait déjà avant, convaincu que c'est un sujet, une part de la santé qui est peut-être parfois un peu oubliée et qui a un impact assez fort sur la plupart sur certains de nos concitoyens. Sur la première question, assez rapidement, non, pas d'impact détectable, ni même qu'on pourrait soupçonner sur le patrimoine génétique. On ne sait pas où va aller la démographie mondiale. Les démographes font leurs projections, mais ils ne tiennent pas compte justement de la place prise par les maladies, ni de l'évolution des systèmes de soins qui ne sont pas toujours aptes à faire face. Mais sur la génétique, je vois pas trop de relation. Sur la santé mentale, le fardeau de la santé mentale, c'est le premier fardeau épidémiologique au monde depuis 30 ans. C'est quelque chose qui est stable. Donc si vous additionnez les années de vie perdues et les années de vie malade, c'est la santé mentale qui prend le plus de place. Il y a une différence dans le fardeau épidémiologique mondial entre ceux dont les gens meurent et ceux dont les gens souffrent. Donc ceux dont les gens meurent, c'est toujours pareil, c'est en numéro 1 cardiovasculaire, en numéro 2 cancer, et puis après les maladies respiratoires et le diabète. Par contre, ceux dont les gens souffrent, c'est les maladies articulaires, les maladies mentales, les addictions et les pertes sensorielles, c'est-à-dire audition et vision. Et donc la santé mentale, c'est un fardeau énorme qui ne tue pas beaucoup, mais qui fait énormément souffrir. C'est complètement stable depuis 30 ans. Pendant le Covid, ça a eu tendance à s'accentuer. C'est difficile à mesurer, mais aujourd'hui, est-ce qu'il y a un problème de santé mondiale dans le monde? Oui, bien sûr. Est-ce qu'il est traité correctement? Non. Est-ce qu'il y a un problème de santé mentale en France? Oui. Est-ce qu'il a tendance à s'accentuer sous l'effet des nouveaux risques, qui sont donc les aliments parfois trop transformés ou les réseaux sociaux numériques? Oui. Très bien. Est-ce que les collègues souhaitent... Peut-être juste sur cette... Non, juste sur ce dernier point pour prolonger la question ou l'orienter plus spécifiquement sur la jeunesse. Les ados ou une tranche un peu plus large, je ne sais pas où est-ce qu'on peut fixer les bornes, mais à la fois avec la crise sanitaire et les impacts que ça a pu avoir plus particulièrement sur ce public-là, avec certaines addictions alimentaires, plus d'autres aux réseaux sociaux, etc. Et donc, le risque amplifié que ça représente pour notre société, et si on est sur la prospective de ce que ça va produire, déclencher dans les années qui viennent. Voilà, donc peut-être une question plus orientée sur ce public-là, qui me semble aujourd'hui peu prise en compte d'une manière globale. Oui, pardon. Oui, bien sûr, c'est un public qui est très exposé et donc il est exposé, ça veut dire il est juste exposition quantitative, et ensuite qui est vulnérable à ça, parce que c'est plus facile pour nous de nous défendre contre des tentations que des gens qui ont entre 15 et 30 ans. Et il est exposé donc à ces risques dont on vient de parler. Et pour parler, donc le livre ne parle pas des réseaux sociaux numériques, pas du tout, parce qu'il y a beaucoup de données, mais il y en a beaucoup moins que dans les autres risques traités. Donc j'ai fait exprès de ne pas en parler parce qu'il y a moins de recul. Mais il y a déjà suffisamment de données pour suggérer que c'est très mauvais parce que c'est addictif, c'est mauvais pour la santé mentale, ça augmente le risque d'obésité et ainsi de suite. Et là encore, c'est une offre qui n'est pas régulée et qui n'est pas taxée. Alors que vous savez, parce que je pense que vous l'avez vu, il y a eu une lanceuse d'alerte qui est une ex-Instagram qui a, je crois qu'elle a été auditionnée par le Parlement américain pour dire que la stratégie d'Instagram sur les ados avait fait l'objet d'un plan spécifique, que c'était le même type d'approche qu'avait fait l'industrie du tabac. Et donc ça a amené un certain degré de conscientisation aux États-Unis sur le problème. Pour autant, c'est pas régulé, c'est pas taxé. Et oui, c'est un très gros problème, surtout pour les jeunes. Moi, j'aurais voulu des précisions. Vous avez dit que l'espérance de vie commençait. On était auparavant, on gagnait 1 an tous les 4 ans. C'était même davantage. C'était 1 an tous les ans, même pour les personnes handicapées. C'était et là, et puis l'augmentation aussi d'ailleurs en bonne santé
avait quand même augmenté aussi pendant quelques décennies. Moins, mais aussi un peu. On en est où? Et la deuxième chose, c'est le facteur donc, de la sédentarité. Vous avez dit, quand on parle de l'obésité, ça intervient aussi. Vous avez des analyses sur ce qui a pu être fait, par exemple, pour que les gens puissent davantage bouger. Alors, il y a l'effet secondaire des réseaux sociaux. Quand les gens passent leur temps devant un écran plutôt qu'à bouger, c'est quelque chose d'important, mais vous avez des Alors, sur le premier, qui est l'espérance de vie, donc, l'INSEE a rendu un rapport en janvier sur l'espérance de vie française en 2019, 2022, pardon, qui est arrêté à novembre 2022, donc il manque un mois, et qui montre que l'espérance de vie en France a soit stagné, soit baissé selon la catégorie de population étudiée par rapport à 2019, qui est justement la dernière année de référence, puisque c'est la dernière année sans pandémie. Et donc, il y a d'autres pays où on monte ça. Aux États-Unis, c'est encore pire. En Angleterre, c'est moins bien aussi. Après, l'espérance de vie, c'est une moyenne nationale. Et donc, tout à l'heure, je disais par exemple que l'espérance de vie baissait aux États-Unis depuis 2015. L'espérance de vie continue d'augmenter à New York. Elle continue d'augmenter en Californie. Par contre, entre les deux côtes, à part le Texas où ils s'en sortent, c'est pas bon du tout, ça continue de plonger. Donc, si vous regardez les moyennes nationales, si vous ne désagrégez pas les données, vous ne pouvez pas voir là où se passent les problèmes. Peut-être que dans certains quartiers de Paris, certains arrondissements de Paris, l'espérance de vie continue d'augmenter. Je pense que c'est le cas. Je pense en revanche qu'il y a des régions ou des villes où elle baisse, mais on ne le mesure pas forcément directement. Alors la sédentarité, bah oui, c'est un fait qui est avéré. On bouge moins qu'avant par rapport à il y a 20, 30, 40, 50 ans. Moi, je n'ai pas la solution à ça. Il y a une multitude de facteurs qui jouent, comme un modèle de société, le manque de temps, les écrans en font partie, la conception des villes en fait partie. Mais la sédentarité est un des 3 facteurs qui jouent un rôle dans la pandémie d'obésité mondiale, les 2 autres facteurs étant la quantité d'alimentation et la qualité de l'alimentation. En prolongement de ce que vient de dire Bernard, moi je crois qu'il y a un sujet qui est quand même important, notamment en matière de politique publique. On sait par exemple, s'agissant de l'alimentation, que beaucoup d'enfants ont essentiellement, quand ils sont notamment demi-pensionnaires, qu'ils fréquentent les cantines des établissements scolaires, parfois trouvent là, notamment pour les familles les moins aisées, le seul repas équilibré. En tout cas, c'est analysé comme tel dans plusieurs études, et c'est souvent ce que font remonter aussi beaucoup de collectivités, beaucoup de municipalités. Donc on voit le rôle important du repas qui est partagé, de l'approche, et je parlais tout à l'heure de la prévention qui peut être fait aussi à l'école, au niveau de l'enseignement. Peut-être également faut-il accentuer les politiques. En tout cas, c'est ce que plusieurs de nos collègues ont rappelé dans des rapports, notamment sur le groupe d'études sur le sport, la place du sport à l'école. Est-ce que c'est pas culturellement aussi quelque chose sur lequel il faut faire porter un effort particulier, parce que la problématique de la sédentarité que vous évoquez, qu'évoquait Bernard, c'est un des sujets quand même qui vient perturber cette problématique et cet équilibre entre l'alimentation et la nécessité effectivement de bouger si on veut venir contrarier notamment le facteur d'obésité. Si, sûrement. J'avoue que je ne suis pas un spécialiste de ça et je n'ai pas d'idée lumineuse là-dessus. Effectivement, j'ai entendu que l'alimentation à l'école, c'était quelque chose qui était assez contrôlé pour que ce soit dans les bons standards, et donc, effectivement, tant mieux. Idem pour le sport. J'ai pas de problème avec ça, mais honnêtement, je crois que j'ai pas de commentaire particulier à faire là-dessus. Sauf si j'ai mal compris votre question. Non, c'était pour savoir, est-ce que selon vous, on a beaucoup parlé de contraintes et de réglementation, de législation, est-ce qu'il n'y a pas aussi à inciter, à inviter peut-être Si, bien sûr, il y a des encouragements qui sont possibles, que ce soit sur le plan économique ou sur le plan non économique. Mais tout à l'heure, quand on parlait d'économique, j'ai parlé d'encouragement par des détaxations ou même par des subventions ou des prix négatifs. Si on vous donne 1 euro pour sortir du supermarché avec un fruit, je pense que plein de gens le feront. Et après, soit ils le jettent, ça fait du compost, soit ils le mangent et ils commencent un petit peu à
prendre du plaisir à manger autre chose que des produits industriels. Et donc ça coûte de l'argent, mais ça coûte de l'argent aussi de rembourser des médicaments antidiabétiques ou des chirurgies contre l'obésité. Très bien. S'il n'y a pas de questions, il nous reste à vous remercier. Merci beaucoup pour l'invitation. À la fois votre exposé, la réponse à toutes nos questions. Ah, il y a un truc majeur dont on n'a pas parlé, je suis étonné, c'est le Nutri-Score. Voilà, non mais parce qu'à chaque fois on me pose la question dessus, donc si vous voulez j'en parle. Donc le Nutri-Score, c'est un score qui a été développé par une équipe française pour classer l'alimentation de très bon à très mauvais, selon 5 stades, et c'est basé sur les calories. Ils sont en train de le faire évoluer pour incorporer aussi des données de transformation, donc pour que le Nutri-Score reflète de façon plus large le caractère bon ou mauvais de l'alimentation. Ça marche, dans le sens où on sait que ça influence le comportement d'achat des gens, et ça marche avec un deuxième effet, et c'est là où ça répond un peu à la question qu'on avait, c'est que du coup, les industriels, sans le dire, ont changé des centaines et peut-être même des milliers de recettes pour que leurs produits se transfèrent vers des catégories plus favorables et plus attractives. Donc ça, c'est un truc qui marche. D'ailleurs, c'est pour ça que les industriels n'en voulaient pas. Quand les industriels ne veulent pas de changement, c'est qu'ils savent que ça va marcher. Il n'empêche que ça n'est pas obligatoire, donc ça n'est même pas de la régulation, et ça reporte toujours sur les individus la responsabilité de se débrouiller, sans les aider sur le plan économique. Donc ils savent ce qui est bon ou mauvais, mais si c'est 2 fois plus cher ce qui est dans le vert par rapport à ce qui est dans le rouge, ça ne résout pas tous leurs problèmes. Alors c'est 60% aujourd'hui des produits qui sont Nutri-scorés. Il y a des discussions à l'échelle de l'Europe pour que ça devienne plus ou moins obligatoire. Moi je pense que le coup est parti et que ça va continuer de se développer. Ça ne montera peut-être pas à 100%, mais je pense que ça va continuer à être le cas. Et donc c'est une preuve qu'on peut éclairer un peu les gens là-dedans. Néanmoins, ce n'est pas obligatoire. Et ça ne tient pas compte des autres choses dont on a parlé. Pour ce qui est de la régulation, par exemple, on pourrait très bien imaginer que les produits qui sont mal Nutri-scorés soient justement interdits de publicité, ou alors que le packaging ne puisse pas être sexy, ou alors qu'on n'ait pas le droit de les vendre dans certains endroits comme les enceintes sportives ou à proximité des écoles. C'est vrai que c'est une atteinte à certaines libertés, mais quand on est malade, on n'est pas très libre, ça je peux vous le dire. Donc c'est une liberté contre une autre. Et tout ça, c'est des pistes qui me paraissent pas très violentes et qui pourtant auraient un effet d'échelle massif, parce que tout le monde mange. Si je peux poser une ultime question. Vous avez évoqué bien évidemment la recrudescence très forte de l'obésité, des problèmes cardiovasculaires. S'agissant des cancers, est-ce que vous voyez apparaître... Ah oui, alors là, c'est sûr et certain. D'abord, l'obésité est associée à un surrisque de 13 cancers. Donc l'obésité en soi augmente le risque de plein de cancers. Ensuite, il y a des cancers qui sont en baisse. Le cancer de l'estomac est en baisse, par exemple. Et il y a des cancers qui sont en hausse. Le cancer du testicule est en hausse, probablement à cause des perturbateurs endocriniens. Le cancer colorectal est en hausse, et je pense que vous en avez tous entendu parler, parce que c'est beaucoup lié notamment à l'alimentation ultra-transformée et aux nitrites. Et je sais qu'il y a un de vos collègues parlementaires qui a essayé de faire passer une législation sur les nitrites et que ça a été refusé il y a même pas 2-3 semaines. Et donc, le cancer colorectal est en hausse. Moi, je suis gastro-entérologue, donc on voit tous des cancers colorectaux, en plus chez des gens beaucoup plus jeunes qu'avant, c'est-à-dire entre 35 et 50 ans, alors que la moyenne d'âge, c'était 63 ans et qu'on n'en voyait quasiment pas avant 50 ans. Aujourd'hui, on en voit entre 35 et 50 ans. Et en plus, ils ne sont pas dépistés, ces gens-là, parce qu'ils ne sont pas dans le cadre du dépistage populationnel. Ils ne sont pas dépistés, donc ils arrivent avec un diagnostic plus ou moins tardif. Le cancer du pancréas est en hausse. Le cancer du pancréas est en hausse et le cancer du pancréas deviendra bientôt, aux États-Unis, mais dans plein de pays riches comparables, la 2e cause de mortalité par cancer. Donc oui, bien sûr, il y a des cancers qui sont en hausse. C'est pas pour des raisons génétiques, parce que l'espèce génétique n'a pas, notre génome n'a pas muté en si peu de temps. Et donc c'est pour des raisons qui sont alimentaires et environnementales. Donc ça fait partie, c'est encore une couche de fardeau supplémentaire pour une industrie qui n'évolue pas dans ses pratiques. Le cancer de l'estomac est en baisse selon Alors, parce notamment parce qu'il était très lié à une bactérie qui s'appelle Helicobacter pylori, qui a été découverte dans les années 80 par quelqu'un qui a eu le prix Nobel de médecine ensuite, et que cette bactérie maintenant est presque systématiquement éliminée quand on la diagnostique avec un traitement antibiotique. Voilà, donc c'est une des raisons principales pour lesquelles le cancer de l'estomac est en baisse. On en voit
pas beaucoup. En revanche, pour les autres cancers, il y en a qui sont en hausse. Très bien, écoutez, il nous reste encore une fois à vous remercier pour cet exposé et ces réponses passionnantes. Merci. Espérons qu'elle puisse nous inviter collectivement, même si nous revenons assez largement et régulièrement sur ces sujets-là. Un grand merci. Merci pour l'invitation.